Bonsoir à tous et bienvenue dans Chaque Voix compte sur LCP Canal 8. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage et de débat en direct de l'Assemblée nationale avec à mes côtés ce soir, et c'est un plaisir de les retrouver, Anna Cabana, bonsoir. Mais bonsoir chère Adeline. Merci d'être là aux côtés de Laurent Guimier, bonsoir. Bonsoir Laurent. Adeline. Ça va? Très très bien. Alors c'est parti pour le sommaire de Chaque Voix compte avec à la une ce soir, question sur le devoir de mémoire. 10 ans après les attaques terroristes du 13 novembre à Paris, LCP diffuse un documentaire exceptionnel à cette occasion, Vendredi noir, un film dans lequel témoignent pour la première fois certains des rescapés du Bataclan. Et nous en allons parler avec vous, Daniel Pseny, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de ce documentaire, vous êtes également journaliste, merci d'être là. Aux côtés de Sandrine Larmendi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychologue spécialisé dans les traumatismes lourds et vous avez accompagné la BRI le soir de l'attentat au Bataclan. Denis Péchanski, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, directeur de recherche au CNRS et vous êtes le directeur scientifique du programme 13 novembre qui a été lancé après les attentats. Ce sont 10 années de travail sur la mémoire individuelle et collective de ces attentats que vous venez de réaliser. Merci vraiment à tous les trois d'être là ce soir. Anna Cabana, vous avez choisi de nous parler d'une des images du 13 novembre. Oui, j'ai choisi de vous parler de François Hollande, qui était le président de la République à ce moment-là et qui a connu une forme de consécration politique parce que tout le monde a jugé qu'il était à la hauteur. Il n'y a pas eu beaucoup de moments comme ça dans son mandat. À suivre également dans Chaque Voix compte, quelle histoire? Avec Laurent Guimier, quelle histoire avez-vous choisi de nous raconter ce soir? Bien, ces histoires d'images dévoilées par la presse aujourd'hui, d'images embarrassantes pour la gendarmerie lors des manifs écolos de Sainte-Soline en 2023. Je vous raconte comment le ministre de l'Intérieur tente d'organiser la riposte. Dans la deuxième partie de Chaque Voix compte, place à la question qui fâche. L'État est-il trop généreux? Le gouvernement veut supprimer la prime de Noël pour les familles qui n'ont pas d'enfants. Y aura-t-il d'autres coups de rabot dans les aides? Eh bien, nous en débattrons avec Jean-René Cazeneuve, député EPR du Gers, Marianne Maximi, députée insoumise du Puy-de-Dôme, et Géraud Verny, député UDR des Bouches-du-Rhône. À 20h30, Bourbon Express, le journal de l'Assemblée nationale présenté par Marco Pommier. Nous reviendrons notamment sur la polémique autour de ces jeunes filles voilées dans les tribunes de l'hémicycle. Voilà pour le menu de ce soir. Installez-vous confortablement. Chaque voix compte, c'est parti. S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Il y a des phrases qu'on n'oublie pas. Elles sont là, dans un coin de notre tête, et quand on les entend, tout nous revient. S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Hein? S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les mots prononcés à la fenêtre par un habitant de la rue qui longe le Bataclan à Paris le soir du 13 novembre 2015. Et cet habitant, eh bien c'est vous, Daniel Pseny. Et cette phrase, c'est le point de départ de votre documentaire Vendredi noir qui sera diffusé sur LCP mercredi prochain. Tout commence donc avec cette vidéo que vous tournez avec votre téléphone depuis la fenêtre de votre appartement qui donne sur une des issues de secours du Bataclan. Et cette vidéo, à l'époque, elle était devenue virale. Il faut dire que c'est l'unique film qui existe sur cet attentat. Et 10 ans plus tard, vous avez voulu retrouver les personnes que vous aviez filmées. Voici d'abord la bande-annonce de votre documentaire. Est-ce que tu acceptes de revoir la vidéo que j'ai tournée le soir de l'attentat? Oui. Ah bah oui. Ouais, j'ai toujours pas revu. C'est l'intégrale? Ouais. Oh. Il y a le son, il n'y a pas le son. Il y a le son sur la droite aussi. Je peux le couper? Bien sûr. En fait, j'ai toujours pas osé regarder cette vidéo avec le son. Le son me procure un truc que j'aime pas du tout, en fait. Donc, Tu me dis quand je peux y aller? S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Hein?
Ça vous dérange si je coupe? Wow. Je crois que je n'avais pas regardé en entier depuis un moment. Wow, c'est dur. C'est dur. Voilà, c'est diffusé mercredi prochain sur LCP. Daniel Pseny, comment vous est venue l'idée de ce film d'abord? C'est une idée qui est née assez rapidement, tout simplement parce que moi, après le mois de novembre 2015, je suis resté journaliste. Je suis une victime reconnue de l'attentat, mais mon vrai métier, c'était journaliste. Et ce qui m'a intéressé tout de suite, c'est de savoir ce qu'étaient devenus les gens. Et donc, j'en ai rencontré quelques-uns. Bon, c'était un peu dans le chaos de l'après-novembre 2015. Et ce qui m'obsédait d'une certaine manière, c'était de savoir ce qu'était devenue cette femme enceinte, qui n'a jamais parlé. Charlotte. Charlotte, elle s'appelle. Personne ne la connaissait. Le 13 novembre au soir, ou dans la nuit, elle a décidé de couper tout ce qui pouvait avoir un rapport avec cet attentat. Et donc, pendant 10 ans, jusqu'à maintenant, elle s'est abstenue de lire, de comprendre, d'écouter tout ce qui se passait autour du 13 novembre. Et la plupart, d'ailleurs, des témoins de votre documentaire n'avaient jamais parlé des attentats auparavant. Comment est-ce que vous avez réussi à les convaincre? D'abord, comment vous l'avez retrouvée, Charlotte? Alors, Charlotte, ça a été un long travail, puisque j'ai demandé, je suis allé voir des associations, des gens qui la connaissaient, mais bon, elle ne voulait pas parler. Et puis, il est arrivé le 19 octobre 2021, c'était le procès... le procès des attentats à Paris. Des attentats, le V13. Et donc j'ai témoigné le 19 octobre 2021. Exceptionnellement, le président de la Cour avait projeté la vidéo pour montrer face aux terroristes ce qui s'était passé. Et à la sortie de ma déposition, il y a une avocate qui est venue me voir en me disant « Écoutez, voilà, Charlotte aimerait bien vous rencontrer. » Et donc a commencé un dialogue. Bon, alors c'est un peu spécial parce que... elle connaissait la vidéo, mais n'avait jamais voulu la voir. Elle était connue comme la femme enceinte. C'est ce que j'allais vous dire. Dans la mémoire collective, elle est la femme enceinte du Bataclan. Elle est suspendue dans le vide. Elle crie « Aidez-moi, je suis enceinte ». Et on s'est tous demandé ce qu'elle était devenue, cette femme enceinte du Bataclan. Est-ce que elle accepte de revoir la vidéo, mais il y a un long travail avant qu'elle accepte d'être filmée en train de regarder la vidéo et de vous parler? Oui, mais c'est un travail journalistique, c'est-à-dire d'enquête, d'approche, et essayer de mettre en confiance les interlocuteurs. Charlotte, bon, il y avait une demande de me rencontrer, et moi j'étais aussi très réceptif à ça. Donc on a parlé longuement, plusieurs fois, de tout et de rien, et elle n'a jamais voulu voir la vidéo. Et c'est simplement au moment du tournage, c'est-à-dire au mois de janvier de cette année, qu'on l'a filmé. Et c'est donc le début du film. Elle ne l'avait jamais vu et je lui ai dit « Est-ce que tu acceptes de la voir ?» Et donc, dans notre souvenir à nous, elle est suspendue à ce garde-corps à la fenêtre. Et après, eh bien, on n'a pas su ce qui lui était arrivé. Et en fait, on le découvre dans votre film. On apprend qu'elle est re-rentrée dans le Bataclan grâce à Sébastien, qui était lui aussi à la fenêtre. Extrait, regardez. Et c'est à ce moment-là que je re-rentre dans le Bataclan en me disant que sa vie était la priorité. Sur le coup, je me dis ça va être compliqué. Parce que déjà, moi j'ai qu'un bras, parce que je ne peux pas lui donner les deux, parce que l'autre doit servir d'appui. Et puis mon bras, j'ai l'impression qu'il va se disloquer sous le poids d'une personne totalement dans le vide. Seb, il me tend une main que je saisis. Et donc elle met ses deux bras autour du mien, de mon avant-bras.
Et là, d'une force surhumaine, parce que l'adrénaline a dû jouer son jeu, là, je pense. Il me hisse, moi je tire et j'arrive à remonter, à renjamber la rambarde et à me retrouver à l'intérieur. J'arrive à la retirer comme ça, d'un coup. Et je me souviens qu'on se regarde à ce moment-là et qu'il me dit « Waouh, mais t'es vachement forte !» Dans votre film, il y a plein de moments comme ça, très touchants, où on rit. On rit avec eux, notamment à ce moment où ils se regardent et où il lui dit « Waouh, mais t'es vachement forte !» parce qu'ils ont eu tous les deux cette force de se hisser et de revenir à l'intérieur du Bataclan. Il y a un autre moment très touchant dans le documentaire. D'abord, elle vous dit qu'elle vous en a voulu. Parce que vous lui avez volé l'annonce de sa grossesse. Voilà. Parce qu'il faut dire qu'à ce moment-là, elle est enceinte de 2 mois et qu'elle n'en a pas parlé. C'était son reproche et en même temps, elle précise, en fait, je t'en ai pas voulu à toi, mais simplement à la personne qui a filmé, parce que le plus important, c'est que ça m'avait volé l'annonce de ma grossesse, que peu de gens connaissaient. Et finalement, elle est très, très lucide, très, très directe, et elle raconte bien les choses. C'est-à-dire qu'elle a subi un traumatisme assez important, mais finalement, elle s'en sort, elle a une forme de résilience très, très importante pour elle. Sa fille est née, et donc on la voit dans le film, enfin on la reconnaît pas, mais elle a accepté de montrer que la vie, elle continuait. Et c'est un peu ça quand même qui fait qu'il y a eu la mort, et c'est très violent, des images, des sons très importants, violents qui... Ça revient beaucoup dans votre film, ce que racontent les rescapés du Bataclan, c'est le son. Et d'ailleurs, on l'a vu dans la bande-annonce, certains ne veulent pas entendre le son de la vidéo. Ils veulent bien revoir les images, mais sans le son. Mais notre démarche a été aussi avec Frank Zeller, qui co-réalise avec moi. C'était ce huis clos très particulier qui dure 6 minutes. Ma vidéo fait 6 minutes. Moi, je l'ai vécu 20 minutes parce que j'ai été blessé 20 minutes après en sauvant quelqu'un. Mais ces 6 minutes, c'est la petite histoire dans la grande histoire du Bataclan. C'est-à-dire que c'est pas l'histoire du Bataclan. Tout le monde a vécu différemment, mais moi, je suis allé rechercher les gens, les survivants, parce qu'il y a beaucoup de morts malheureusement, et qui ont accepté de raconter. Il y en a qui avaient accepté au départ, que j'ai contacté, et qui au dernier moment m'ont dit non, je peux pas. Je peux pas le faire parce que c'est trop compliqué. Et donc, on s'est limité à des binômes, des couples, et qui fonctionnent. Et la grande force, à mon avis, c'est que ce qu'ils racontent, on le voit en images. C'est-à-dire quand Charlotte me dit Seb m'a tiré pour remonter, on voit ça. Il y a un autre témoin qui dit j'ai perdu ma femme, et puis sa femme l'appelle et on voit l'image de sa femme. On les voit se retrouver sous votre fenêtre. Et donc il y a un peu cette preuve par l'image, au moment où, avec l'intelligence artificielle, on pourrait les faire, ces images, les fabriquer. Mais sauf qu'il y a 10 ans, c'est très court et c'est très loin, mais en même temps, il y avait autre chose, et c'est la force de l'image, du son et de la parole. Pour revenir à Charlotte, vous le disiez, elle a donc une petite fille qui a aujourd'hui 9 ans, et c'est un autre moment très touchant du film, quand elle vous explique qu'elle a accepté l'interview aussi après en avoir parlé à sa fille, regardez. Elle m'a dit « Mais qu'est-ce que tu vas répondre si jamais on te demande comment ça va aujourd'hui ?» Et je lui dis « Bah, je sais pas, je répondrai que ça va, mais que... » Enfin, j'avais du mal à trouver mes mots. Et c'est elle qui me dit « Oui, que tu gères, quoi. » Et donc je me suis dit « Et voilà, c'est maintenant. » Elle dit c'est maintenant parce qu'en fait, elle ne pleure pas. Quand elle revoit les images, elle retient ses émotions. Et c'est au moment de parler des mots de sa fille, qui lui dit bah, « tu gères », qu'elle fond en larmes. Ouais. Ça a été très émouvant, un passage qui... Sur le plateau, comme on dit, on était 3, mais on a attendu longtemps parce qu'elle a cette grande émotion et cette sincérité. Et après, on a vu sa fille quelques semaines après, qui est superbe. Mais pour elle, c'était on filme la vie, quoi. Sandrine Larramendy, rien ne doit vous étonner dans ce que vous entendez là depuis qu'on parle tout à l'heure avec Daniel Pseny. Charlotte, quel regard vous portez sur la démarche qui consiste à s'être tue pendant 10 ans et de parler aujourd'hui, d'accepter de le faire? Je pense que pour beaucoup, c'est difficile de mettre des mots parce que le traumatisme, c'est d'abord un trou. Là, quand on disait parler de traumatisme, ça sidère. Il y a une absence de mots, il y a une difficulté à se figurer les choses.
Et du coup, en parler aux autres, c'est aussi les rendre réels, donner une forme. Il y a une difficulté pour certains à faire ce trajectoire qui peut se faire après, au fil du temps, avec un travail thérapeutique, ou aussi parce que le temps fait aussi son travail et son œuvre. Donc c'est difficile pour certains de parler. Elle a sûrement eu besoin, je ne la connais pas, mais je peux parler à sa place, mais de peut-être se raccrocher à d'autres choses, d'essayer de reprendre vie sur d'autres terrains, justement par rapport à son enfant, à son couple, à son travail, si elle travaille, ce que beaucoup ont fait, essayer de se raccrocher à aussi autre chose, exister aussi indépendamment de cet événement. 10 ans après, vous, quels souvenirs vous gardez des attentats du 13 novembre? Justement, on en parlait, je crois que c'est la même chose pour les collègues policiers avec qui j'étais ce soir-là, c'est beaucoup de sons et des odeurs. Voilà. Et après... Parce que je rappelle que vous accompagnez les policiers de la BRI lors de l'attentat du Bataclan au moment où ils vont donner l'assaut. Donc vous entrez avec eux dans le Bataclan. Non, je ne rentre pas. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, on est sur la négociation. Donc avec le collègue policier avec qui on travaille autour de la négociation, on est au bout du fil. Et donc l'intervention se passe à ce moment-là. Nous, on est à l'extérieur. Vous êtes au téléphone avec eux. On est au téléphone à l'extérieur. À ce moment-là, ils retiennent 11 otages dans le Bataclan qui vont être libérés lors de l'assaut. Est-ce que vous vous êtes occupé psychologiquement du suivi de ces otages? Certains, oui. Que vous voyez encore aujourd'hui? Une personne, mais de manière épisodique. Voilà. Quand la personne a besoin, elle sait qu'elle peut m'appeler, on fait un entretien. Et, Les attentats ont fait 132 morts, ils ont aussi fait 4000 victimes physiques ou psychiques. Que représente le cap des 10 ans, s'il représente quelque chose? Alors je pense que le cap de chaque année représente quelque chose. Après, c'est très individuel, mais c'est vrai que 10 ans, c'est l'année peut-être d'un bilan pour chacun, de voir le trajet qui a été parcouru, d'essayer de voir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'il y a encore à travailler. Ça paraît très court et à la fois très long, je pense que pour nous tous, et puis aussi pour les personnes qui ont été impliquées, pour les familles qui ont perdu leurs proches également. Il y a une chose qui reste, c'est qu'on se souvient tous d'où on était le soir des attentats. Regardez ce reportage de Maïté Frémont aux abords de l'hôtel de ville de Paris où une expo photo vient d'être installée pour rendre hommage aux victimes des attentats. Alors, je suis fonctionnaire de police, mais je ne travaillais pas ce soir-là et dès le lendemain matin, j'étais contactée par mon service pour me rendre sur mon lieu de travail et nous tenir prêts à intervenir. Mon bébé avait 6 mois et je me rappelle que le matin où je suis partie prendre mon service ce samedi matin, le 14, voilà, j'ai embrassé mon bébé en me disant voilà. Donc on a beau se préparer et être préparé, c'est la peur au ventre qu'on est parti ce matin-là travailler. Donc c'est un souvenir très, très marquant effectivement. J'étais dans le bus 96 et je rentrais d'un spectacle. On est descendu du bus et on est allé voir ce qui se passait et c'était comme une guerre. Voilà. J'étais à mon domicile, je me rappelle très bien. L'effroi, la sidération, le mot qui me vient c'est la sidération. J'ai la chair de poule en vous parlant là. Voilà. Si ça a impacté ma mémoire, oui, forcément, dans la candeur, dans la naïveté, dans la confiance à l'autre. Quand on se promène ici dans Paris, c'est difficile de ne pas y penser. C'est pas le soir du match de foot? Si. C'était ça, et donc on a eu la surprise de voir le match de foot s'interrompre ou enfin pas se dérouler normalement. On se souvient tous on a un devoir de mémoire de toute façon envers tout ce qui s'est passé et envers tous les gens qui ont laissé leur vie pour quel événement que ce soit. Je m'en souviens très bien. Je sais que la première chose c'est d'appeler Sarah, ma fille, pour savoir où elle était. Bon, elle était chez elle. Oui, je pense qu'il y a des dates comme ça qu'on n'oublie pas. Je sais pas, ça s'imprègne dans le cerveau. Ça s'imprègne dans le cerveau. Denis Péchanski, vous pilotez depuis 10 ans le programme 13 novembre. C'est un travail
titanesque qui réunit à la fois des rescapés, des médecins, des policiers, des familles de victimes et qui explore la construction de la mémoire de ces attentats. Vous voulez bien nous raconter d'abord comment vous avez travaillé depuis 10 ans? Bien, c'est simple. Moi, je suis historien. Je travaille sur les questions mémorielles et singulièrement sur la mémoire collective. Et ça fait quelques années que je me disais comment travailler sur la mémoire quand on est, comme moi, spécialiste de mémoire collective, mais qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Et inversement, je me disais, mais pour des neuroscientifiques, des psychologues qui travaillent sur la psyché, sur le cerveau, sur les dynamiques cérébrales de la mémoire, quel est l'impact du social? Donc à partir de là, on a monté un programme depuis d'ailleurs 2001, les attentats, dans la suite des attentats de 2001, à la fin des années 2000, on a monté quelque chose dans cette dialectique entre les deux, ce qui nous permet de rebondir sur ce qui vient d'être dit, parce que bon, là, dans ce programme, il y a une étude 1000 qui, comme son nom l'indique, vise à recueillir les témoignages de 1000 personnes du plus proche au plus lointain de l'événement. Donc jusqu'à 3 villes de province, mais 40% sont des gens exposés, donc des rescapés, des témoins, des intervenants professionnels, des endeuillés. Bon. Et ensuite, par cercle concentrique, on arrive jusqu'à ces 3 villes de province et ça permet de, en quelque sorte, construire aussi une forme de patrimoine de la mémoire du 13 novembre. Mais je rebondis sur la remarque autour du film de Daniel Pseni. Je dis Daniel parce que je le connais depuis quelques années quand même, et qu'il participe un tout petit peu aussi à notre programme. Donc, il a fait œuvre d'histoire, là, et de mémoire. Rendre ces images, faire ces images d'abord, rendre public ce qui s'est passé, c'est quand même assez exceptionnel. Il avait fait un premier documentaire avec quelques extraits de ce qu'il avait filmé, et là, il construit ce documentaire. Et c'est très important parce que on a en tête l'image de la victime, toujours, qui construit notre appréhension de l'événement. Mais il y a plein de héros. Hein. Il y a plein de héros. Il y a le Didi qui rentre au Bataclan, c'est le responsable de la sécurité. Derrière les terroristes, il va aller ouvrir à gauche et à droite les portes, les sorties de secours. C'est comme ça que... qu'il se retrouve en bas de chez Daniel Pseni. Chez Daniel, dans la rue Saint-Pierre-Amelot. Bon, le passage Saint-Pierre-Amelot. Mais il y a eux, il y a les pompiers. Mais il y a aussi celui qui va descendre au-dessus de la belle équipe, et avec sa trousse de secours pour aider ceux qui vont ouvrir leurs portes. Et c'était important dans le film de le montrer aussi, cette solidarité avec des gens qui ouvrent leurs portes, qui accueillent les victimes. Et puis, évidemment, ces deux gars de la BAC, parce que la BAC était parmi les premiers présents, ces deux gars de la BAC qui débarquent, dont le commissaire divisionnaire, bon, qu'on connaît maintenant, puisque il l'a raconté, même si certains savaient avant son nom. C'est Guillaume Cardy qui dirige le RAID actuellement. Et il arrive, les terroristes sortent de la voiture à 19h47 devant le Bataclan. Lui, il passe par là parce qu'il allait vers les terrasses avec celui qui servait de chauffeur, un collègue. Il rentre, après avoir demandé un visuel, et à 25 mètres, il tire sur l'un des 3 terroristes qui se trouvait sur la scène et qui visait encore une future victime, les 2 autres étant à l'étage, tous les 3 avec une Kalachnikov, et lui avec un Glock qui tire à 25 mètres comme son collègue. Et c'est fini. Il n'y aura plus de morts par tir. Il y aura des morts blessés qui vont mourir, bien entendu. Mais de morts par tir, il n'y en a plus. Donc là, on en a. Mais il y a aussi tous les gestes d'entraide au Stade de France, à la sortie, dans le Bataclan, sur les terrasses. C'est ça qui vous marque aujourd'hui, 10 ans plus tard, parce qu'il y a une mémoire individuelle, il y a une mémoire collective. Est-ce que le souvenir finit par s'éroder pour le grand public? Est-ce que vous, qui êtes historien, est-ce que votre hantise, c'est que le souvenir se dissolve? Avant que ça soit ma hantise, ce qui m'intéresse, c'est d'étudier et d'en tirer quelques leçons. Il s'avère qu'on vient de publier un livre qui s'appelle « Faire face, les Français et les attentats terroristes du 13 novembre ». Et ce livre fait la synthèse de quoi? De 8 études, 8 sondages qui ont été menés pendant 8 ans, entre 2016 et 2024, ce qui permet de mesurer très précisément ce qui n'a jamais été fait. On ne l'a pas fait pour ça, mais c'est une première mondiale, c'est comme ça. Bon. Et ça, c'est extraordinaire, parce qu'on voit effectivement
que d'abord, il y a une condensation mémorielle sur quelques événements terroristes, quand on dit quels sont les actes terroristes qui sont le plus marqués, le 13 novembre est au-dessus. Mais on a aussi janvier et le 11 septembre 2001. Et en même temps, tout va s'éroder au fur et à mesure, mais arrive le procès. Et là, rebond du 13 novembre. Bon. Sauf que l'attentat de Nice, l'horrible 14 juillet, attaque sur la 14 juillet 2016, 7 mois plus tard, on fait un sondage, c'est assez haut. On attend encore 1 an et demi plus tard, effondrement de la référence à Nice. Comment vous Ça l'expliquez? veut dire, y a plein d'explications. Hein. Le cerveau est économe, ma voisine le dira mieux que moi, mais le cerveau est économe, il retient ce qui suffit à expliquer l'événement acte terroriste. C'est ça l'explication, Sandrine Larmandi, on a aussi une mémoire sélective peut-être? Avant de passer à la parole, parce que c'est une des raisons, elle pourra répondre bien mieux que moi, mais il y a aussi des raisons qui tiennent à l'événement lui-même. C'est un attentat projeté depuis Proche-Moyen-Orient, c'est un attentat multisite, c'est un attentat qui va être celui qui a fait le plus de morts depuis la guerre d'Algérie, mais là, depuis les années 70, le plus de morts de tous les attentats terroristes en France, et ça touche la capitale qui a déjà été touchée par de nombreux attentats. Moi, j'ai encore 2 questions. Sandrine Larmandi, la télévision va proposer dans les prochains jours des émissions sur ce thème. Sur LCP, vous verrez donc le film de Daniel Pseny mercredi prochain. Psychologiquement, ça signifie quoi de revivre ces moments par le biais de la télévision? Qu'est-ce que vous dites, vous, par exemple, à vos patients? Vous leur dites de s'éloigner ou vous leur dites de se confronter? Je leur dis ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que je pense que ce qui est important, c'est qu'ils soient acteurs, là où on leur a enlevé cette part, justement. Et aujourd'hui, de pouvoir être en place et de pouvoir décider de ce à quoi ils ont envie de s'exposer et de pourquoi ils veulent se préserver aussi. Et donc, c'est à chacun de jauger en fonction de là où ils en sont. C'est vrai que dans les premiers temps, le conseil était plutôt quand même de se préserver et d'essayer de mettre son énergie sur d'autres choses et de ne pas rester sidéré justement face aux images qui sidèrent beaucoup. Donc, je pense que c'est très individuel, mais c'est vraiment l'idée de se mettre en choix de décider. Daniel Pseny, vous, est-ce que ce documentaire, est-ce que c'est votre façon de redevenir ce que vous êtes, un journaliste, plutôt qu'un secouriste, plutôt qu'un rescapé? Oui, moi j'ai toujours considéré assez rapidement que je restais journaliste. Et d'ailleurs, quand je filme, c'est un réflexe journalistique. De publier aussi, de la diffuser, cette vidéo. C'est ça, elle vous a échappé, cette vidéo. Vous vous la réappropriez aujourd'hui? D'une certaine manière, mais je pense qu'elle fait partie de la mémoire collective. Oui. Et donc, tout le monde l'a vue plus ou moins à travers le monde en plus. Oui. Il y a des échos de partout. Mais simplement, c'est que moi, je l'ai filmé en disant, je ne comprends pas ce qui se passe, mais j'ai perçu qu'il y avait quelque chose de très grave et que c'était l'image qui allait montrer aussi sans savoir trop ce qui se passe. Bon, il s'est avéré que, effectivement, c'est un des documents qui montre la tragédie, puisque on voit des gens tués, tombés, les cris, la mort. Mais à partir de là, c'est de reconstruire et de la donner aussi aux gens. C'est-à-dire que c'est c'est à eux aussi. Oui, mais parce que le 13 novembre, comme le disait Denis, c'est collectif. Enfin, je veux dire, tout le monde a vécu ça à son poste, à sa manière de percevoir les choses, et donc s'identifie à tout ça. Et cette identification, elle passe aussi par les protagonistes, les rescapés. Malheureusement, il y a beaucoup de morts. Par des vivants. Et par les vivants après, c'est-à-dire que les vivants, ça contribue à la mémoire. Moi, je l'ai fait quand même dans ce sens, c'est-à-dire c'est une petite contribution. Il y a beaucoup de contributions, celle que Denis mène aussi par rapport aux paroles des rescapés, de comment ils évoluent. Il y a des livres, il y a des documentaires, il y a des films. Ça fera partie de cette mémoire, parce que 10 ans, c'est très court, mais moi, quand je vois je fais de temps en temps des tours dans les lycées, les ados qui ont 16 ans, ils avaient 5 ans à l'époque, ils ne connaissent pas, et donc il faut perpétuer tout ça. Et c'est vrai que c'est à travers l'image que ça se fait, mais bon, la parole, bien évidemment, et la transmission.
Anna Cabana, une des images aussi des attentats du 13 novembre, c'est un personnage qui restera. C'est François Hollande, c'était lui le président à l'époque. En effet, et c'est le moment de sa présidence où tout le monde, y compris ses détracteurs, s'accorde à dire qu'il a été à la hauteur de la situation, à la hauteur de sa fonction. D'ailleurs, c'est pas pour rien que vous avez pu remarquer qu'il accepte de répondre à tous les journalistes, tous les youtubeurs qui, ces temps-ci, travaillent sur le sujet. Et il raconte... lui aussi, il a besoin de parler, peut-être. Sans doute, voilà. Et pour raconter, donc, par le menu, sa soirée du 13 novembre, depuis les premières détonations qui retentissent alors qu'il était au Stade de France, jusqu'à cette réunion façon groupe de parole, parce que c'est l'expression qu'il emploie, qui s'est tenue de 3h du matin jusqu'au lever du jour dans les sous-sols du ministère de l'Intérieur, avec autour de lui Manuel Valls, Bernard Cazeneuve, Christiane Taubira et quelques autres hauts fonctionnaires des services de sécurité et de renseignement. Et évidemment, il parle aussi de son adresse à la nation depuis l'Élysée, un peu avant minuit, alors même que les attentats étaient encore en cours. J'aimerais qu'on regarde. Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. Hollande le pudique, le grand pudique, il parle de ses émotions, c'est une horreur. Et Hollande le prudent, très prudent toujours, il ose dans cette même allocution le mot « guerre », Adeline. Est-ce que vous voulez dire qu'il s'est dépassé finalement ce soir-là? Quand il parle aujourd'hui de cette allocution dont il savait, dit-il en la prononçant, qu'elle allait rester dans l'histoire, il précise que c'est l'intervention la plus courte et la plus forte, pense-t-il, de son mandat. La moins préparée aussi et la plus regardée. C'est-à-dire que c'est le moment, au fond, d'une forme de consécration médiatique et politique. Parce que des déclarations, il en a fait une deuxième cette nuit-là, qui était moins solennelle, quand il s'est rendu peu après devant le Bataclan. Mais c'est la solennité de la première qui a marqué les esprits. Est-ce que ça a eu des conséquences politique? Mieux que ça, c'est-à-dire que le verdict n'a pas tardé dans les sondages. Il a pris 10 points dans les sondages, François Hollande, et les sondés lui reconnaissaient d'avoir pris la mesure de son rôle de président et d'avoir réussi à préserver la cohésion et la concorde nationale. Vous vous souvenez qu'il avait convoqué le congrès à Versailles dès le lundi, c'est-à-dire 3 jours à peine après les attentats, et que dans le discours qu'il avait prononcé ce jour-là devant donc les députés et les sénateurs réunis, il avait appelé à faire bloc face à la guerre que Daesh nous avait déclarée. Et ça avait fonctionné, Adeline, parce que les représentants de la nation, que sont les sénateurs et les députés, de gauche à droite, s'étaient tous levés comme un seul homme pour applaudir son discours. Regardez la standing ovation. Vive la République et vive la France. Anna, est-ce que cette unité nationale, elle a duré ensuite? Alors oui, le temps du congrès, chère Adeline. L'esprit d'unité s'est très vite envolé ensuite, mais François Hollande, lui, n'a jamais oublié. Donc il avait réussi, comme vous l'avez vu, à être applaudi debout de droite à gauche. C'est la seule fois de sa vie politique où ça lui est arrivé. Et la seule fois de sa vie politique où il n'a pas maîtrisé l'expression publique de ses émotions, eh bien ce fut dans la cour de l'Hôtel des Invalides le 27 novembre, lors de la cérémonie d'hommage aux victimes. Tandis que dans un froid polaire, les 3 chanteuses, Camélia Jordana, Nolwenn Leroy et Yael Naïm, ont chanté « Quand on n'a que l'amour ». Regardez. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon, et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors il a versé une larme, peut-être même plusieurs, François Hollande, ce jour-là, quand je vous disais qu'il n'était plus tout à fait lui-même. Merci Anna, et merci pour Quand on n'a que l'amour. Oui, ça fait un peu merci bien. aussi à tous les 3 d'être venus ce soir Merci. sur le plateau de Chaque Voix compte. Daniel Pseny, votre film Vendredi noir, réalisé avec Franck Zeller, sera donc diffusé sur LCP mercredi prochain, le 12 novembre à 20h40. Musique originale de Louis Bertignac, je tiens à le préciser parce que c'est une chanson que vous avez écrite et qu'il a choisi d'interpréter en composant la musique. C'est le générique de votre film que vous pouvez aussi visionner sur LCP
rtp.fr et sur notre chaîne YouTube. Vraiment merci à tous les trois ce soir d'être venus parler des attentats avec nous sur le plateau de Chaque Voix Compte. Dans un instant, c'est la question qui fâche. Avant cela, c'est quelle histoire? Et c'est Laurent Guimier. Et ce soir, Laurent, vous avez choisi de revenir sur ces nouvelles images de violence à Sainte-Soline. C'était les manifestations de mars 2023. Oui, c'est Libération et Mediapart qui ont eu accès à 84 heures d'enregistrement vidéo de la gendarmerie qui était au cœur des affrontements contre ces militants écologistes anti-méga-bassines. Alors ces images documentent des mots, des gestes, des ordres contraires à la doctrine officielle du maintien de l'ordre. Regardez un extrait. Donc les mecs qu'on est pas, j'espère bien que ça va les premières. Un vrai kiff. Une GENL dans les couilles, ça fait dégager du monde. Hein. Bah, on va les manger, hein. Bah oui, faut qu'on les tue. Mediapart révèle aussi que l'inspection générale de la gendarmerie nationale, qui détenait ces vidéos, n'a pas averti la justice de tous les comportements problématiques qu'elle y a découverts. Des fils de pute, femme de merde, c'est un chien. Viens, ta gueule, fils de pute. Merde, ça flippe. Alors ces images ont évidemment déclenché une grosse polémique. C'est le face-à-face politique, médiatique auquel on pouvait s'attendre. Deux récits qui s'affrontent sur le même terrain, celui de la peur. Peur du désordre d'un côté, ça c'est plutôt le cas des syndicats des forces de l'ordre, et puis peur de la brutalité de l'État de l'autre, peur ressentie par exemple par Ségolène Royal dans un post publié il y a quelques heures. Et alors pourquoi, Laurent, est-ce que ces images suscitent une telle polémique? Eh bien, au-delà des mots et des gestes qu'on vient d'évoquer, c'est que les producteurs de ces images sont les gendarmes eux-mêmes. Et ça change tout par rapport à des polémiques précédentes. Jusqu'à présent, dans ce type de situation, le récit et les images appartenaient soit aux manifestants, soit aux médias. Photographes à proximité des militants, c'est à Sainte-Soline en 2023, ou bien photographes embarqués, entre guillemets, parfois aussi, à proximité des forces de l'ordre. Depuis 24 heures, les images dévoilées par nos confrères ne sont ni du journalisme, ni des images soupçonnées par leurs opposants d'être de la propagande militante. Ce sont les images tournées par les caméras, dites caméras piétons, qui sont posées sur le buste des forces de l'ordre. Alors dites-nous pourquoi ces caméras existent et comment elles sont utilisées. Alors ces caméras piétons ont débarqué dans les commissariats et les brigades en 2016. C'est une arme de dissuasion, de riposte. C'est comme ça que ça a été présenté lorsque une citoyenne ou un citoyen conteste, par exemple, les conditions d'une intervention. La justice est elle seule, on va en reparler, peut se saisir de ces images. Au fil des années, le déploiement, d'ailleurs, s'est fait dans la quasi-concorde nationale, droite et gauche confondues. Il n'y a guère qu'Amnesty International qui, quelques années après le lancement, avait pointé un risque de, je cite, surveillance généralisée des citoyens au fil du temps. Et vous voyez que là, on ne parle pas de la détection d'éventuelles bavures, entre guillemets. La caméra piéton est présentée comme l'outil d'apaisement, je cite ce qu'on voit dans les rapports parlementaires, entre les forces de l'ordre et les citoyens. Sauf qu'en l'espèce, les caméras piétons des gendarmes sont en train de produire l'effet inverse depuis 24 heures. Oui, parce que ces images ne posent pas un, mais deux problèmes au ministre de l'Intérieur. Un, il y a ce qu'elles contiennent, on l'a évoqué, oui. Et deux, et je le redis, l'émetteur de l'image, l'État lui-même, qu'il est donc impossible de critiquer quand on est le ministre de l'Intérieur. Alors ce matin sur France Inter, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a mis en cause la divulgation de ces images en rappelant que c'est interdit. Les caméras piétons des policiers, elles sont remisées au service, elles ne sont pas regardées, sauf quand il y a des enquêtes judiciaires, et c'était le cas au cas d'espèce, ou sauf quand il y a des actions de formation. Ce sont les seules exceptions qui sont autorisées pour regarder ces caméras. Ce sont quand même des caméras qui captent l'image des gens. Il y a quand même, on est quand même dans un état de droit, et il y a des protections quant à l'utilisation de ces images. Alors vous voyez, à ce moment de l'affaire, c'est un peu l'argument d'Amnesty International que le ministre reprend à son compte. Il a juridiquement raison. Mais médiatiquement, en revanche, la caméra piéton, je pense, va devenir une arme qui peut se retourner contre son propriétaire. Merci Laurent. On passe à la question qui fâche. Et j'accueille sur le plateau de Chaque Voix Compte Jean-René Cazeneuve. Bonsoir, député Ensemble pour la République du Gers. Marianne Maximi, bonsoir, députée insoumise du Puy-de-Dôme. Et Géraud Verny, bonsoir, député UDR des Bouches-du-Rhône. Merci à tous les trois d'être là. Les vitrines des magasins sont déjà décorées. Maria Carré se prépare à nous casser les oreilles. Pas de doute, Noël arrive. Mais pour la magie de Noël, ne comptez pas sur le gouvernement. Il veut restreindre la prime versée aux foyers les plus modestes en la réservant, cette prime de Noël, aux
personnes qui ont des enfants. Et c'est Baptiste Garrigue-Chartier qui pose ce soir la question qui fâche. Depuis près de 30 ans, les foyers modestes comptent sur elle pour célébrer les fêtes de fin d'année. Mais dans un contexte budgétaire tendu, le gouvernement resserre la vis. La prime de Noël se retrouve en ligne de mire. Il y a une époque de générosité sur toutes les politiques sociales, et tant mieux. Je pense que maintenant, il faut faire attention. Je ne suis pas sûr que notre pays ait les moyens de poursuivre ces politiques de générosité maximale. Il faut donc accepter un recentrage. C'est en 1998 que la prime de Noël est mise en place, sous Lionel Jospin. Un coup de pouce versé aux bénéficiaires du RSA. 150 € pour une personne seule, 320 € pour un couple avec 2 enfants. L'an dernier, 2,5 millions de Français en ont bénéficié. Désormais, le gouvernement veut en restreindre l'accès. Seuls les allocataires avec enfants à charge pourraient la toucher. La décision fait grincer des dents. Chez les associations familiales, chez les syndicats aussi. Le gouvernement va faire les poches de ceux qui galèrent déjà à finir leur fin de mois. Je trouve ça juste honteux et tellement mesquin. Donc il faut qu'ils reviennent en arrière sur ce point, c'est indispensable. Un coup de rabot, mais alors, quelle somme pourrait-il rapporter à l'État ? Cette année, la prime a coûté 470 millions d'euros. Le gouvernement veut réduire l'enveloppe de 45% l'an prochain. Une économie estimée à 210 millions d'euros. Ces gens-là, ils pourront plus donner un coup de main à leurs neveux, à leurs nièces, venir en famille, même s'ils n'ont pas d'enfants, ils ont une famille quand même. Noël, c'est pas seulement la prime pour le Père Noël pour les enfants. Non, c'est aussi pour juste un petit plus, donner un petit peu un rayon de soleil dans une vie où il n'y en a pas beaucoup de rayons de soleil. Donc les 200 millions d'euros, qu'ils écoutent les parlementaires, on va trouver beaucoup plus que 200 millions d'euros. Si la proposition doit encore être adoptée par l'Assemblée nationale, la question qui fâche ce soir, la voici. L'État est-il trop généreux ? Alors pardon, mais y a-t-il sur ce plateau une personne favorable à cette mesure de suppression de la prime de Noël pour les personnes qui n'ont pas d'enfants ? Oui, tout à fait. Vous êtes favorable à cette mesure ? Absolument. Écoutez, en fait, il faut remettre l'église au centre du village. On parle d'une prime et votre question initiale, c'est est-ce que l'État est trop généreux ? Mais en réalité, l'État, ce n'est pas une tirelire. L'État prend de l'argent aux Français et le redistribue. En l'occurrence, on avait proposé à l'entame de ce marathon budgétaire plusieurs pistes d'économie beaucoup plus importantes que celles qui sont proposées par le gouvernement dans son PLF. Mais la réalité objective, c'est que on votera à la fin un budget en déficit de 150 milliards. Donc on va dire aux Français, à la fin de ce budget, vous aurez une dette de 150 milliards supplémentaires que vous, vos enfants, vos petits-enfants devront supporter. Donc l'État donne de l'argent qu'il n'a pas en réalité. Donc oui, bien évidemment, ça fait partie des dépenses qu'il faut restreindre. Et donc nous sommes favorables à cette mesure, mais nous sommes favorables à beaucoup d'autres mesures. Encore une fois, on avait proposé un plan de 120 milliards de réduction. Vous êtes un député UDR. J'entendais hier soir Jordan Bardella, le président du RN, dire que lui, il était contre la suppression de cette prime de Noël pour les personnes qui n'ont pas d'enfants. Il utilisait les mêmes arguments que Sophie Binet de la CGT en disant « c'est mesquin ». Il a raison dans son exposé, c'est-à-dire que Jordan Bardella explique que avant d'aller supprimer 200 millions d'aides pour les plus pauvres, et ça c'est une réalité, il y a quand même de grosses dépenses, de grosses économies qui peuvent être faites par ailleurs. Mais vous, sur la prime de Noël, vous votez en faveur de cette mesure ? Tout à fait. Et nous l'assumons, nous considérons que de toute façon, avec un budget qui sera en déficit de 150 milliards, il faut à nouveau réduire la dépense publique, c'est impératif et c'est ce que nous demandent les Français. On va parler des éventuels autres coups de rabot que vous êtes prêts à porter sur les aides. Marianne Maximi, vous, ça vous a mis très en colère les propos de Jean-Pierre Farandou, notamment sur la générosité de l'État. Ça me met en colère parce que c'est un choix politique qui vise à s'en prendre à celles et ceux qui ont le moins. Et quand vous dites l'État est-il très généreux, moi je vais vous dire oui, mais avec celles et ceux qui vont très bien. Le débat qui nous anime depuis plusieurs semaines maintenant à l'Assemblée, c'est justement comment faire contribuer celles et ceux qui en ont les moyens pour permettre d'éviter justement ces coupes qui sont mesquines, qui sont méprisantes vis-à-vis des gens qui ont déjà, qui galèrent toute la journée. Et là vous parlez de la prime de Noël, mais il y a aussi par exemple
exemple la suppression des colos apprenantes, c'est 400 000 enfants qui pouvaient partir en vacances et qui ne le pourront plus. C'est une coupe nette, ça n'existe plus. Je rappelle quand même dans ce pays, c'est plus de 4 millions d'enfants qui ne partent pas en vacances. Donc en fait, on voit qu'on est en train de rogner de manière très, très mesquine, oui, effectivement, des petits plus qu'on pouvait avoir et qu'on aurait pu améliorer en choisissant un autre chemin, à savoir celui de taxer, effectivement, de faire contribuer aux politiques publiques les ultra-riches. Ça a été un des débats les plus importants. Face à côté, de chaque côté, j'ai des opposants à cette politique. Pourtant, un autre chemin est possible, on l'a démontré. Alors, Jean-René Cazeneuve. Pas de caricature, pas commencer. Oui. Sur la taxation des très riches, vous êtes d'accord avec La M. Verny? générosité qu'on a connue pendant des décennies est peut-être arrivée à son terme. Il a eu raison de présenter les choses de cette façon, Jean-Pierre Farandou, le ministre du Travail et des Solidarités. Bien sûr qu'il a raison. Est-ce que la France est trop généreuse? Je ne sais pas, mais l'État est très généreux, ça c'est sûr. Et on ne peut pas fonctionner dans un système à cliquer, si vous voulez, où on donne, parce qu'on a des moyens, parce qu'on a de l'argent, parce qu'on a des politiques prioritaires, et tant mieux, on est capable à un moment donné de donner sur telle ou telle politique publique ou telle politique sociale, et dire que c'est toujours plus. Il faut être capable, sur un certain nombre de dépenses, quand le contexte économique est plus au rendez-vous, de revenir en arrière. Alors c'est pas la mesure la plus facile, et je ne suis pas certain que ce soit celle-là. Jean-Pierre Farandou reconnaît que c'est même une mesure un peu agressive. Oui, je suis assez d'accord, donc probablement qu'on reviendra sur cette... Et vous êtes d'accord, ça veut dire que vous voyez le signal qui est envoyé quand on dit, bon bah écoutez, c'est Noël, mais pas pour tout le monde. Symbole, oui. Vous n'avez pas d'enfants, donc vous ne croyez plus au Père Noël. Oui. Donc, La réalité, c'est que toutes les économies que nous essayons de faire dans ce budget, il y a toujours une bonne raison de ne pas la faire. Et donc, vous pouvez prendre... On est en ce moment dans l'hémicycle sur le PLFSS. Il n'y a pas une mesure. Alors celle-là, elle est particulièrement, évidemment, sensible. C'est Noël. Est-ce que c'est habile de faire ça? Parce qu'en fait, l'habileté politique n'est pas totalement interdite. Est-ce que c'est habile? Ça n'est pas habile, et je me dis que cette mesure, je pense qu'elle ne tiendra pas dans l'hémicycle, et c'est tant mieux. Mais peut-être qu'elle est là, l'habileté. C'est de faire croire que vous allez faire ça, et puis ensuite de retirer la mesure en la présentant comme un geste. Mesures, si vous voulez, toutes les mesures d'économie, comme par hasard, il n'y a jamais personne. Il n'y a pas de courage politique autour des mesures d'économie. Et pourtant, c'est ce que mon collègue a dit, c'est même pire que ça. C'est pas les Français, c'est pas l'argent des Français qui finance ce type de dépenses. C'est la dette. C'est la dette. C'est nos 150 ou 170 milliards de dettes. Et donc vous dites que pour la dette, on peut aller retirer 150 € à des gens qui reçoivent ce chèque le 17 décembre, à qui ça fait un peu de bien pour Noël. Je vous ai dit non, mais je veux dire qu'on ne peut pas partir du principe sur toutes nos politiques publiques et les politiques sociales, on ne peut jamais revenir en arrière. Ma prime rénov', quand on a beaucoup d'argent, tant mieux, on met l'accélérateur. Et puis si l'année d'après, c'est un peu tendu pour nos équilibres financiers, eh bien on distribue un peu moins de ma prime rénov'. Ça ne me choque pas. Évidemment, ça va toucher un peu moins de monde. Là, vous voulez dire que, par exemple, la prime de Noël, vous pourriez la supprimer pour les foyers qui n'ont pas d'enfants pendant 1 ou 2 ans, et puis si ça va mieux dans 3 ans, ce qu'a fait le Portugal, par exemple. Je vous dis, celle-là, il ne faut pas la supprimer. Mais oui, de manière générale, ça ne peut pas être un effet de cliquet où c'est toujours plus, parce que l'équation économique ne le permet pas. L'augmentation des intérêts de la dette, c'est 10 milliards l'année prochaine. 10 milliards. Comment on peut payer de prime de Noël avec 10 milliards ? Une quantité on n'effacera pas la dette avec 200 millions de primes de Noël. Une quantité astronomique. Donc, les 10 milliards d'intérêts supplémentaires de la dette l'année prochaine, c'est toute une série de dépenses publiques des années précédentes. Eh bien, je dis, attention, freinons la dépense publique. Géraud Verny, si l'État est trop généreux, ça veut dire qu'on va raboter d'autres aides. Je peux parler du chèque énergie, par exemple, entre 48 et 277 €. La prime de rentrée scolaire, 400 € par enfant, vous la gardez ou vous la supprimez? Vous savez, il y a un dicton populaire qui dit que le socialisme, c'est être généreux avec l'argent des autres. En l'occurrence, ce budget et la pratique budgétaire française depuis malheureusement bien trop longtemps, par clientélisme souvent, par manque de courage avec certitude, a pris l'habitude de dépenser un argent qui n'existe pas. Résultat des courses, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation budgétaire où on est obligé, avec des bouts de ficelle, de construire des budgets parce que le coût de la dette est en passe de devenir le premier budget de l'État.
Voilà, c'est ça la réalité. Donc à chaque fois qu'on dépense 1 euro d'argent public, déjà on le dépense mal et on alourdit cette dette qui rend la situation future de plus en plus complexe. Donc effectivement, il y a des réductions massives à faire. Mais encore une fois, nous avions proposé à la ministre du Budget, Amélie de Montchalin, un plan d'économie facile avec des grandes masses, non pas 200 millions d'un côté, 150 millions de l'autre, mais des grandes masses à plusieurs dizaines de milliards d'euros qui permettaient de restaurer un certain équilibre. Or, ces choix nécessitaient un courage politique, une vision qui aujourd'hui sont absentes du débat. On parle du soutien aux énergies renouvelables, typiquement. Peut-être que ce week-end, vous allez aller dans votre circonscription, dans les Bouches-du-Rhône. Et non, on sera à l'Assemblée ce week-end. Mais est-ce que vous allez assumer devant vos électeurs en circonscription, quand ils vont venir vous voir en disant bah merci, c'est sympa la prime de Noël? Alors, vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Très souvent, sur les marchés, justement, de ma circonscription, les habitants de cette circonscription, cette très belle circonscription, me disent « On est très rassurés parce que vous êtes chef d'entreprise. Donc vous, au moins, vous êtes lucide. Vous, au moins, vous savez ce que c'est que gérer un budget. » Voilà. Vous êtes politique, mais pas que. Vous êtes aussi chef d'entreprise, donc vous avez en tête les équations. Vous ne dites pas, oui, mais vous savez pas ce que c'est de toucher la prime de Noël. Exactement. Alors, vous savez, je ne vais pas parler de ma situation personnelle, mais j'ai commencé au SMIC. Qui est connu. Avec, j'ai commencé au SMIC, chère madame. Dans l'hémicycle de votre situation personnelle. J'en ai parlé une fois, oui, malheureusement. C'est comme ça qu'on sait que vous ne touchez pas la prime de Noël. Ok, j'ai commencé au SMIC, chère madame, avec une femme qui était encore étudiante à l'époque et un enfant. Donc j'étais en dessous des seuils de pauvreté. Donc écoutez, j'ai connu une situation économique restreinte. J'étais pas malheureux pour autant. J'ai bien travaillé et j'en suis très fier. Cela étant dit, il faut arrêter de mentir aux Français. Aujourd'hui, on ment aux Français en leur expliquant qu'on a les moyens de... On n'a plus les moyens de ces politiques. Cela étant dit, le courage politique, aujourd'hui, c'est de faire des choix qui sont structurels. Et les choix structurels, dans ce budget, ne sont absolument pas faits. Je vous disais tout à l'heure, on peut économiser 10 milliards sur la transition, enfin les énergies renouvelables, qu'on subventionne à hauteur de 10 milliards d'euros. C'est le budget du ministère de la Justice. On peut parler de l'accueil des étudiants étrangers, qui coûte 3 milliards par an. On peut parler de l'audiovisuel public, qui coûte 3 milliards par an. Vous voyez, on n'est pas dans des schémas à 100, 150 millions. On est sur des grandes masses qui sont des économies qui sont faciles à réaliser. Oui, mais là, la prime de Noël, c'est une économie chiffrée à 200 millions d'euros l'année prochaine. À peu près. Marianne Maximy, le ministre du Travail se dit ouvert à la discussion, Jean-Pierre Farandou, mais il précise qu'il demandera à chaque fois quelle est l'économie ou la recette qui va avec. Écoutez, on a eu un débat en première partie qui n'est pas terminé, qui va reprendre bientôt, sur justement les recettes. Parce qu'il faut quand même remettre tout ça dans un contexte. On nous dit effectivement, il y a une situation avec la dette, il faut réduire les dépenses. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche obligatoirement. On peut aussi choisir de lever de nouvelles recettes. Je rappellerai quand même que le début du mandat de M. Macron est très symbolique, mais donne la tonalité de ce qui se passe encore aujourd'hui. Il fait le choix de supprimer l'ISF et d'enlever 5 euros d'APL. C'est exactement là où nous en sommes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on fait le choix aujourd'hui, majoritairement, malheureusement, dans cet hémicycle, d'épargner, de s'épargner de nouvelles recettes fiscales. Et pourtant, dans l'opinion publique, et je doute que même M. Verny, vous n'avez pas eu des gens qui vous ont parlé quand même de la taxe Zuckman notamment, de trouver d'autres recettes. Il faut savoir que le manque à gagner fiscal dans notre pays depuis 2017, c'est 207 milliards d'euros. D'accord ? C'est pas négligeable. Si on se coupe de recettes, effectivement, on a un problème de dépenses. Sauf que nous proposons autre chose, de lever de nouvelles recettes, je le redis. Et il y a un autre aspect qui me semble important, parce qu'on nous dit qu'il faut faire attention aux dépenses. Vous savez, un des premiers postes de dépenses aujourd'hui, ce sont les aides publiques aux entreprises, sans contrepartie et sans condition, c'est 211 milliards. On l'attendait. Et oui, alors j'en ai vous êtes prévisible, hélas. Je vais essayer de finir là-dessus quand même, parce que ce sont des aides qui sont captées par les plus grandes entreprises, majoritairement les multinationales, qui n'ont pas de contrepartie, c'est-à-dire qu'elles peuvent... Moi, j'ai un exemple dans ma circonscription, c'est l'entreprise Michelin, qui est une entreprise importante, qui a fermé l'année dernière 2 usines, dont une partie délocalisée en Roumanie et qui pourtant touche des aides publiques. Et vers à qui on a demandé de les rembourser. Alors non, on n'a même pas demandé, c'est quand même ça, c'est assez incroyable, c'est qu'on a découvert par une commission d'enquête et grâce au travail aussi des syndicalistes que Michelin avait détourné une partie du CICE pour envoyer des machines à l'étranger. Et c'est même pas que l'État qui demande de rembourser, c'est Michelin qui s'est rapproché des services de l'État. C'est pour vous dire à quel point on pourrait faire des efforts de ce côté-là. Quand on a
un trop-perçu à la cage, je peux vous assurer qu'on est très vite contrôlé, qu'on peut avoir des saisies. Donc vous voyez, c'est des choix politiques. À côté de moi, là, j'ai un représentant d'un extrême libéralisme ultra brutal qui vise à tout couper. Chaque voix compte. Je pense c'est intéressant parce que c'est important d'avoir ce débat-là. Et sauf qu'aujourd'hui, nous sommes pour proposer autre chose et de se dire qu'en fait, si nous partons des besoins, nous sommes un pays avec 10 millions de pauvres, c'est un record de pauvreté, c'est le bilan d'Emmanuel Macron et dont M. Cazeneuve d'ailleurs est le représentant. Et ben, je vous dis que moi, quand je vais dans ma circonscription, j'entends pas ce qu'entend M. Verny, j'entends des gens qui sont effectivement en difficulté et qui sont plutôt convaincus pour un peu plus de justice fiscale dans ce pays. Jean-René Cazeneuve. Ce que j'entends sur le marché, peut-être pour revenir sur votre thème, et qui ont des échos dans l'hémicycle auprès de deux partis qu'on entend là. C'est pas simplement la prime de Noël, c'est terrible si vous la supprimez. J'entends deux choses sur le marché. J'entends effectivement arrêter, il faut continuer à aider nos concitoyens les plus pauvres, mais j'entends aussi les gens qui me disent arrêtons avec toutes ces personnes qui ne travaillent pas et qui ont le droit à des aides. Moi, je travaille, je n'ai pas ces aides, et je l'entends, mais toute la journée aussi. Et comme par hasard, ils ont des relais à l'Assemblée nationale, et je respecte moi toutes les opinions, les uns racontant que tous les Français sont malheureux et qu'on les aide absolument pas assez, et qu'il faudra en rajouter tous les jours et augmenter la dépense publique, hein, et les autres disant que ne pas travailler, ce serait formidable. Ouais, c'est que, et que vous avez entendu quelqu'un dire ça ? Oui, du côté du Rassemblement national, il y a effectivement ce côté, c'est mieux vaut en France ne pas travailler parce qu'on a le droit à des tas d'aides, etc. Eh bien, la réalité est certainement entre les deux, d'accord ? Et donc, il faut aider nos concitoyens qui en ont le plus besoin. Il faut apporter de la transparence sur les aides qui sont faites à nos concitoyens. Aux entreprises aussi. Et sur les entreprises, pareil, mais si vous voulez, je vais répondre sur les entreprises en un mot. Dans les aides, le rapport qui a été fait par le Sénat est de très mauvaise qualité. Il y a à boire et à manger, je le dis, je n'ai pas de problème à le dire. Je l'ai dit sympa avec les collègues sénateurs. Je ne suis pas là pour être sympa, je suis là pour essayer de dire à peu près ce que je pense, ce qui n'est pas toujours facile. Bon, là-dedans, il y a une des principales aides aux entreprises, c'est la TVA à taux réduit sur la restauration. C'est une aide aux entreprises, ça ? Ou c'est une aide aux restaurateurs ? Ou c'est une aide aux Français ? On s'éloigne de notre sujet. Pas du tout, je voulais quand même vous préciser, si vous étiez dans l'hémicycle cet après-midi, donc vous le savez, mais nos téléspectateurs ne le savent sans doute pas ce soir, les députés ont supprimé cet après-midi la taxation des tickets resto, qui avait fait aussi polémique ces derniers jours. Pour l'instant, c'est supprimé. Reste à savoir si ce budget va être voté, de quelle façon le Sénat l'amendera. Tout ça, c'est dans un autre épisode. Vous restez bien là parce que tout de suite, c'est Bourbon Express, c'est le journal de l'Assemblée nationale présenté par Marco Pommier. Cher Marco. Bonsoir Adeline. Bourbon Express commence ce soir avec une polémique au cœur de l'Assemblée. Oui, ce soir, c'est une photo qui sème le trouble. Regardez, elle a été prise hier après-midi dans l'hémicycle de l'Assemblée par un député RN. Dans les tribunes, des jeunes filles, de très jeunes filles voilées, dont au moins 2 âgées de 9 et 10 ans. Inacceptable, juge Yaël Braun-Pivet, la présidente, dans un message posté hier soir sur X. Et depuis, l'affaire enflamme l'Assemblée. Le symbole est terrible. Nous ne sommes pas en Iran, nous ne sommes pas en Afghanistan, nous sommes en France. Et en France, on ne voile pas les fillettes. Voilà. Et on ne fait pas la promotion au sein même de la Maison des députés du voilement des fillettes. Les signes religieux ne sont pas interdits pour les visiteurs de l'Assemblée nationale. Pourquoi on stigmatise toujours les mêmes signes religieux, les mêmes sujets? Ce sont toujours les musulmans qu'on attaque. Nous ne supportons pas que la présidente de l'Assemblée nationale puisse, de cette manière-là, reprendre, je l'ai dit, les thématiques du Rassemblement national et de l'extrême droite. Alors Marco, que dit le fameux règlement de l'Assemblée nationale? Eh bien, je l'ai apporté, Adeline, ce fameux rappel règlement. Rappel au règlement. Pour un député, là. Exactement. Il n'est pas très clair, le règlement, parce que l'article 8, il précise que pour être admis dans les tribunes, le public doit porter une tenue correcte, il doit se tenir assis, découvert, et on insiste sur ce mot, et en silence. Mais cet article, il n'est pas interprété à la lettre. Il y a une tolérance, visiblement, car dans le règlement, il n'y a aucune précision non plus sur le port de signes religieux.
Alors, sauf que Yaël Braun-Pivet, elle fait référence à la loi sur la laïcité qui date de 2004. C'est vrai. Elle ne parle pas du règlement, en fait. Mais c'est vrai que cette loi, regardez, elle indique que dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit et par extension donc les sorties scolaires. Sauf que dans le cas du groupe de mercredi, il ne s'agit pas d'une école publique, mais d'un établissement musulman, confessionnel, hors contrat, donc la loi sur la laïcité ne s'applique pas. Un groupe scolaire dont la visite avait été organisée par l'équipe parlementaire de Marc Fesneau, le président du groupe Modem, on l'a appris à la mi-journée. Sur X, il dit comprendre que ces images puissent choquer tout en parlant de polémiques inutiles. Pendant ce temps, les socialistes savourent leur victoire sur le budget de la Sécu. Oui, parce qu'hier, dans l'hémicycle, ils ont fait adopter une de leurs propositions phares, une hausse de la CSG sur les revenus du capital. Objectif, financer la suspension de la réforme des retraites. Recette potentielle 2,8 milliards d'euros en 2026, selon le socialiste Jérôme Guedj, à l'origine de l'amendement, plutôt satisfait de son coup. En effet, nous prenons la mesure de ce que nous avons fait, c'est-à-dire réussir à construire un compromis qui a rassemblé des parlementaires venus de bancs différents pour pouvoir financer la sécurité sociale. Je remercie la ministre, et les parlementaires du socle commun et les parlementaires de gauche. Choisis. Bon, en revanche, la mesure n'était pas vraiment du goût de la droite et du RN. Alors certains se sont empressés pendant le débat de dénoncer, je cite, des magouilles de non-censure. Vous êtes tous macronistes et socialistes ce soir, main dans la main, pour aller taper sur les PEL, sur l'épargne salariale, sur les PEA, sur la France qui travaille. Tout cela est une moquerie, non seulement à l'égard des parlementaires que nous sommes, mais c'est aussi une moquerie à l'égard des Français qui, demain, devront payer la facture de vos négociations de couloir. Voilà, et les discussions sur le budget de la Sécu se poursuivent. Il reste encore des centaines d'amendements à examiner. Eh bien, il me semble que c'est 1277. Je réclame le compteur. Vous êtes d'accord? Ouais, c'est bien ça. 1277. Voilà, je sais que vous aimez ce compteur, c'est pour ça qu'on fait le point. Le vote solennel, il est prévu normalement le 12 novembre prochain. Et on termine, Marco, par la démission surprise d'une députée. Oui, trop de critiques, trop d'attaques, de tentatives, de dissuasions, de menaces. Voilà comment Christelle Pétex, apparentée droite républicaine, justifie sa démission dans un communiqué publié aujourd'hui. Élue députée en Haute-Savoie depuis 2021, elle quitte aussi son mandat de conseillère départementale. En arrêt depuis plusieurs mois, elle déplore trop de politiques politiciennes au point de l'écœurer et de l'épuiser, je cite. On a entendu des maires MAIRES parler de cette façon, mais c'est plutôt rare qu'une députée témoigne ouvertement de son malaise d'élu. Oui, et ça interroge forcément. Alors cet après-midi, on est allé demander aux députés ce qu'ils en pensaient. Réaction recueillie par Dario Borgogno et Maël Morin. Ce qu'elle dit, et on le lit entre les lignes, c'est qu'elle a subi aussi des violences de la part d'élus. Et donc il y a aussi une violence en politique qui n'est pas simplement aujourd'hui des Français qui sont de plus en plus critiques envers les responsables politiques que nous sommes. Il y a aussi entre nous. Depuis la nuit des temps, c'est violent, c'est des joutes verbales. Soit on s'endurcit pour que tout nous glisse dessus, mais dans ce cas-là, on ne ressent plus aucune émotion et je pense qu'on devient de mauvais politiques. Soit on essaie de ressentir des émotions et dans ce cas-là, on n'est plus perméable aux attaques et aux critiques. Et résultat, Christelle Pétex laisse un siège vacant à l'Assemblée. Les électeurs de sa circonscription devront donc retourner aux urnes dans les prochaines semaines. Je vous pose la question à tous les trois, madame, messieurs les députés. Est-ce que ça vous est arrivé par moment de vous dire ras-le-bol, d'avoir envie de jeter l'éponge? Marianne Maximi? Non, mais c'est pas des périodes faciles. C'est des moments effectivement de violence. C'est un moment d'exposition et des fois, on pense aussi à la vie qu'on avait avant. Mais en tout cas, moi, je suis très déterminée à continuer mon mandat. Mais j'entends quand même... Alors, vous êtes plutôt dans le camp de ceux qui se sont endurcis ou de ceux qui sont restés perméables? Je pense qu'il faut déjà être endurci en arrivant ici, évidemment. Oui. Jérôme Verny, ça vous fait sourire? Cela dit, Jean-René Cazeneuve sourit aussi. Oui, non, mais je souris, je souscris quand même à ce qui a été dit. Moi, j'ai en plus un problème, parce que étant chef d'entreprise en même temps, tout le temps que je passe ici, c'est du temps que je ne passe pas à m'occuper de mes usines. Donc le temps que vous vous occupez de vos usines, c'est du temps que vous ne passez pas à l'Assemblée. Exactement, vous avez bien raison. Cela étant dit, moi, je considère que la France a demandé à mes grands-parents, arrière-grands-parents, d'aller se faire trouer la peau pour la France. Donc écoutez, moi c'est mon devoir aussi que de me battre pour ce beau pays qui est le mien, pour mes enfants. Donc non, je relève le gant et j'accepte le combat, effectivement. Jean-René Cazeneuve. Il est dur. C'est dur? Écoutez,
C'est extrêmement difficile, oui. Extrêmement difficile, et j'ai des doutes. Moi, j'ai régulièrement des doutes devant l'agressivité d'un certain nombre de personnes, devant la justice. Mais là, la députée qui démissionne, elle parle d'agressivité entre élus. Mais je ne me plains et de perte de sens jamais, aussi. je ne me plains jamais, parce que c'est un privilège et un honneur que de représenter ses concitoyens. Merci à tous les trois, en tout cas, d'être venus ce soir sur le plateau de Chaque Voix Compte. Cette émission est rediffusée tout à l'heure à 23h30, mais vous la retrouvez aussi en replay sur lcp.fr et en podcast. Nous revenons demain à 19h30. Demain, c'est vendredi. C'est une émission en public. Et nous parlerons de quoi ? De notre santé. Alors soyez là demain à 19h30. Tout de suite, c'est Jean-Pierre Grassien et c'est Débat Doc. Nous vous souhaitons une excellente soirée et nous vous disons à demain. Merci Anna et merci Laurent et merci Marco. Bonne soirée. Bonne soirée.